Le concubinage, souvent vu par certains comme étant le meilleur régime matrimonial possible parce qu'on n'a pas besoin de se marier, on n'a pas besoin de se paxer, on évite la paperasse et puis on n'a pas de divorce ni de séparation de pax, donc on est bien. Mais est-ce que vous savez que celui qui a rédigé le code civil, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte, a dit une phrase qui concerne le concubinage et cette phrase, elle n'est pas forcément très positive. Les concubins ignorent la loi les ignore. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le concubinage est vu par la loi de manière juridique, de manière civile, comme étant le pire régime matrimonial possible, mais que si jamais vous souhaitez rester dans le concubinage, ne pas vous marier, ne pas vous paxer, je vais quand même vous donner quelques astuces pour optimiser au mieux ce concubinage. Lorsqu'on parle de concubinage, tout doit être envisagé distinctement. Les concubins sont les premiers à ne pas vouloir officialiser une relation comme le pax ou le mariage. Sociologiquement, on remarque de plus en plus de couples, surtout chez les jeunes, qui choisissent le concubinage. Et cela a eu un effet et le droit en a tiré quelques conséquences. Selon l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. La situation est purement de fait, elle ne repose sur aucun acte, manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit. Qu'en est-il du côté du logement lorsqu'on est en concubinage? Si on est en location, que c'est le concubin qui est non titulaire du bail qui paye tous les loyers, même si c'est lui qui paye tous les loyers alors qu'il n'est pas titulaire du bail, il va avoir zéro protection juridique, zéro. La seule et unique chose qu'il peut faire en cas de séparation ou en cas de décès du concubin titulaire du bail, c'est exiger légalement le contrat du bail, mais à seule condition que le concubinage a duré plus d'une année. La deuxième situation, c'est si jamais on acquiert ensemble, en tant que concubin, un bien immobilier. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont entrer en indivision. L'indivision, c'est lorsque deux personnes acquièrent ensemble un bien immobilier et qui bénéficient tous deux des mêmes droits sur ce bien. Chacun va détenir une quote-part du bien en fonction de son financement et cette quote-part peut être ajustée en fonction de si l'un a surfinancé ou si l'un a sous-financé. Donc ça, c'est par rapport au lever de fonds, notamment lorsqu'on prend un crédit. Et si jamais c'est le cas, on va avoir des créances qui vont apparaître pour régulariser la situation. C'est exactement le même raisonnement que si deux frères ou deux sœurs ou un frère et une sœur ou deux personnes qui achètent ensemble un bien immobilier, ils seront tous deux en situation d'indivision. Et justement pour optimiser cette situation, le mieux serait de créer une société civile pour mieux répartir les droits et éviter les conflits et les litiges futurs. Essayer de tout anticiper quoi. La société civile est donc une excellente solution pour éviter l'indivision. Par contre, attention, lorsqu'on parle de société civile, c'est beaucoup lié à la société civile immobilière parce que lorsqu'on est en situation d'indivision, la plupart du temps c'est sur de l'immobilier, mais attention à bien rédiger finement les clauses parce que je ne pense pas que toi et ton concubin, vous souhaitez rester 99 ans dans cette société civile immobilière. Oui, lorsqu'une société civile immobilière est créée, par défaut, le régime de base, c'est la durée de vie qui est de 99 ans. Et donc, pour éviter cette durée de vie de 99 ans, c'est soit d'insérer des modalités de sortie ou soit des clauses qui permettent la dissolution anticipée de la société en cas de séparation ou même spécifier les modalités de sortie pour que chaque associé y retrouve son compte. Une autre idée pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires en étant en concubinage et pour éviter au maximum les problèmes, c'est d'utiliser la tontine. La tontine qui est un concept qui a été créé par Lorenzo Tonti, qui est un Italien, qui permet au conjoint survivant de récupérer la totalité du bien. Par contre, il y a quand même quelques complications avec l'utilisation de la tontine. Avec la tontine, on peut quand même se poser quelques questions, comme par exemple la pertinence de la valorisation d'origine que chaque propriétaire doit investir selon la probabilité qu'il devienne le propriétaire du tout. Et on a aussi une deuxième complication qui est la réserve héréditaire et la troisième complication qui est la législation fiscale successorale. Et puis enfin, la dernière piste est d'utiliser le démembrement croisé, c'est-à-dire que chaque copropriétaire va devenir nu propriétaire et usufruitier des parts de l'autre et lorsque un des deux va décéder, le concubin survivant va récupérer l'ensemble des parts du concubin décédé. Maintenant, comment se passe la rupture d'un concubinage? On pourrait se dire que rien n'est plus facile de défaire ce qui n'a pas été fait. Il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de rupture de pax, donc une rupture de concubinage, c'est facile. Surtout qu'on n'avait pas de devoir de fidélité, pas de devoir de secours. Attention, pas la peine de venir m'attraper par le col. Je dis pas que les concubins n'ont pas de devoir de fidélité et n'ont pas de devoir de secours de manière morale, mais en tout cas de manière juridique. Il n'y a rien qui empêche ça. D'ailleurs, la jurisprudence en a pris conscience et elle a même adouci le principe.
C'est-à-dire qu'elle a prévu une indemnisation pour le concubin lésé en cas de rupture si jamais il y a eu une rupture dans des circonstances fautives. Par contre, ça reste quand même du concubinage. C'est-à-dire que si un concubin souhaite être indemnisé à raison de son implication au sein du couple, c'est-à-dire peut-être au-delà même du montant des dépenses de la vie courante, ça peut être compliqué d'avoir une indemnisation à ce niveau-là. D'ailleurs, la jurisprudence y est même peu favorable pour ce point, mais il existe quand même une solution. C'est ce qu'on appelle la convention de concubinage, mais elle est tellement peu connue, beaucoup de professionnels ne la connaissent pas et donc ne la mettent pas en pratique. Et c'est dommage. Est-ce que le concubinage est vraiment la solution de facilité? Dès qu'il y a une première naissance d'un bébé, dès qu'il y a la première acquisition d'un bien, dès qu'il y a un fait juridique qui vous engage en tant que concubin, la séparation sera difficile. La séparation est difficile, peu importe le régime matrimonial du couple. Le seul vrai remède, en réalité, serait de refuser l'union. Le mariage est la première cause du divorce. Mais je vais vous poser une question. Lorsqu'on dit que 46% des couples divorcent, c'est vrai, les statistiques n'ont pas des chiffres clairs, mais selon le PACS, on a moins de séparations que pour le concubinage. Les mariages, on a moins de séparations que pour le PACS. C'est-à-dire que si 46% des personnes divorcent, pour le PACS, ça doit peut-être être autour de 50%, et pour le concubinage, on est à beaucoup plus. Et dire que le concubinage est la situation où c'est plus facile de se séparer, parce que c'est vu de manière juridique et même de manière morale comme étant une situation qui est plus instable, c'est totalement vrai. Le mariage est vu pour certains comme quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous connaissez sûrement des personnes qui se sont mariées 2 à 3 fois. Mais ces personnes qui se sont mariées 2 à 3 fois, elles ont eu combien de relations de concubinage? Et vous aussi d'ailleurs, vous avez eu combien de relations de concubinage et combien de relations maritales? C'est seulement en vous posant ces questions que vous comprenez l'intérêt du mariage. Quand on se marie, on essaye de se marier une seule fois. Ça peut arriver qu'on rate le mariage et qu'on se marie 2, 3 fois. Par contre, la personne qui s'est mariée 3 fois, elle a eu combien de relations de concubinage à côté qui ont raté aussi? C'est ça qu'il faut regarder. Vous-même, vous avez eu combien de relations de concubinage qui ont raté par rapport à vos relations de pacte ou de mariage? Le mariage reste quand même le régime matrimonial où il y a le moins de séparation. Et pour toutes les personnes qui refusent de consolider leur union justement parce que c'est plus difficile pour elles de se séparer, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que le concubinage est une manière pour elles de se séparer plus facilement. Donc, à partir de ce constat-là, on fragilise la relation. Comment on peut aller de l'avant si on pense déjà à reculer? Et qu'en est-il du côté fiscal sur le concubinage? Lors de la déclaration de revenus, chacun fait sa propre déclaration, donc on n'a pas de déclaration commune déjà. C'est la première chose. Lors de la succession ou de la transmission, le concubin est vu comme une personne tierce, comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a aucun lien de parenté avec nous, donc va être soumis à la fiscalité maximale. Il n'y aura pas de demi-mesure. Sauf si jamais on met en place un testament, mais dans ce cas-là, il va quand même payer les droits de succession, mais au moins on sait qu'il va recevoir une partie de notre patrimoine, et puis une autre stratégie serait pourquoi pas d'ouvrir une assurance vie et le désigner en tant que bénéficiaire pour qu'il puisse recevoir quand même une partie de notre patrimoine plus facilement. Le couple ne doit pas en attendre beaucoup du droit. Et si jamais le couple souhaite renforcer son union, quand je parle de renforcement de l'union, je parle surtout de la naissance d'un bébé ou commencer à développer son patrimoine commun, son patrimoine ensemble. À ce moment-là, un renforcement juridique peut être apprécié. Donc, pourquoi pas changer de régime matrimonial. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, mon calendrier est dans la description pour aborder plusieurs points sur la création, le développement et la gestion de votre patrimoine. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime. Et si vous voulez recevoir d'autres informations comme celle-ci, recevoir des conseils et des astuces, je vous invite à vous abonner